Nous allons mettre les liens des réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous inscrire au tirage au sort des cadeaux. Vous pouvez voir les enregistrements des vidéos dans le lien de Padlet que nous avons mis dans le chat. Et n'oubliez pas de remplir le formulaire de l'enquête de satisfaction. Si vous voulez rencontrer de nouveaux amis et parler entre vous, vous pouvez aller au lien du bar virtuel. Donc, je vous laisse la parole. D'accord, merci beaucoup Zainep. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on va parler, et je vais parler, mais j'espère que vous allez réagir aussi un petit peu. Donc la thématique, c'est comment aider les élèves à dynamiser une présentation orale. Avant toute chose, je voulais me présenter. Donc je m'appelle Astrid Boutry. Donc ça fait une quinzaine d'années que je suis dans l'enseignement du français langue étrangère. J'ai été 7 ans en Asie du Sud-Est et là, donc ça fait donc 10 ans, comme j'expliquais là, que je suis en Turquie, donc amoureuse d'Istanbul. Et donc, je suis pas mal dans le réseau plutôt Alliance Française Institut. Et j'ai aussi été en poste Missel à l'Université Galatasaray. Donc, voilà un petit peu pour mon parcours. Et j'ai aussi été donc directrice des cours à l'Institut français ces dernières années. Et donc, pourquoi ce choix de formation? Parce que on a tous été amenés dans notre pratique de classe à faire des exposés. Et parfois, c'est vrai que c'est plus ou moins bien, nos élèves sont plus ou moins dynamiques. Et là, aujourd'hui, j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble comment aider nos élèves à dynamiser leur présentation. Et donc, on va parler de pas mal de choses, de comment motiver la créativité, mais aussi l'engagement actif. Et une des choses, donc, c'est engagement actif et les outils. Et là, par exemple, on en reparlera plus en détail dans la présentation, mais un problème dû en ligne, c'est la caméra. Et donc là, vous êtes une grande majorité sans caméra et c'est dommage. Donc, je ne vais pas vous forcer et c'est la même chose avec les élèves. On ne peut pas aller avec un petit bâton chez les uns et les autres. Mais pour avoir une présentation dynamique, en fait, c'est bien d'avoir un public et ce serait super s'il y avait des petits volontaires autres que Zainep et Julien avec leur caméra, tout en sachant que moi, en fait, je vais en fait pas vraiment vous voir parce que je vais être concentrée sur mon PowerPoint, mais ça crée en fait une émulation de groupe qui fait que c'est important. Et on en reparlera en détail lors de ma présentation. Et donc, je voulais aussi remercier donc, Saint-Benoît pour l'organisation de ce printemps numérique. J'ai eu la chance aussi d'intervenir l'année dernière. Oui, je suis un peu perdue dans les années avec le Covid, mais l'année dernière, en ligne aussi. Et merci aussi à l'Institut français pour l'organisation, en tout cas, de cette journée. Alors, voilà donc... Hop, pourquoi il y a le petit... Donc, alors au début, j'étais un peu sur un avant, pendant, après, puis au final, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de catégorie nécessaire et en fait, c'est plutôt quelque chose d'assez linéaire. Et on va voir ensemble comment donc fixer les consignes de la production, comment susciter la créativité des élèves, offrir un suivi, donner des outils et encourager leur utilisation. Et après, quelques consignes plus générales, vraiment ça va être de la com, parler, comment écouter. Et l'idée, c'est que tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment adaptable. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec un public débutant, avec un public avancé, donc vraiment du A1 au C1. Et vraiment avec aussi un public enfant, adulte. Je sais que vous avez tous des profils très différents. Et en fait, l'idée, c'est que tout peut s'adapter. Là, on est vraiment sur des consignes. On n'est pas vraiment même dans la pédagogie, on est même sur des choses plus générales qu'on pourrait même adapter au monde de l'entreprise. Donc voilà, l'idée, sera de donner des exemples différents et de vous demander d'intervenir en fin de présentation pour me dire, vous, concrètement, comment vous faites avec vos classes. Et donc, ce qu'on va montrer, c'est que le dynamisme, ça dépend des personnalités. Bien sûr qu'il y a des élèves plus dynamiques que certains que d'autres, mais en fait, nous, en tant que prof, on peut vraiment susciter beaucoup de choses et on peut aider en fait ces élèves à développer ces qualités qui vont être très importantes dans l'apprentissage d'une langue, mais aussi c'est des qualités humaines. En fait, on va être amené toute notre vie à faire des présentations orales et c'est important en fait de les aider à travailler là-dessus. Aussi, je vous invite, donc c'est vrai qu'il y a le chat, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez noter au fur et à mesure et en fin de présentation, on y reviendra ensemble. Donc ça peut être pas mal aussi. Alors, donc la première chose sur laquelle je voulais qu'on revienne ensemble un petit peu, c'est fixer les consignes. Donc ça paraît un petit peu hors sujet, on se dit mais pourquoi on parle des consignes? On est en train de parler de dynamisme, mais en fait la consigne, ça a un rôle essentiel avec la production orale qui va se passer après. Donc, pourquoi la consigne? Qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire? En fait, le problème, c'est quand on ne donne pas assez de consignes, du coup, les élèves, ils ne savent pas quoi faire.
Et à l'inverse, quand on en donne beaucoup trop, et du coup, on va limiter la créativité et on va avoir des exposés qui ne vont pas forcément être très bons aussi. Donc, pour revoir un petit peu, c'est quoi une bonne consigne? J'ai essayé de résumer ici, en fait, avec des objectifs. Donc, poser le contexte, fixer un objectif, utiliser un niveau de langue adapté, être clair et concis. Et en fait, fiche pratique, donc c'est bien en fait, donc toujours de se forcer en fait à respecter un petit peu ces catégories, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire. Donc donner le temps nécessaire ici, le temps qu'on a en fait pour préparer, et aussi le temps en fait de l'exposer en lui-même. Les modalités de travail, donc ça va être plutôt là le travail individuel, le travail en groupe. Le type de production, donc ça peut être vraiment le nombre de mots, ça ils adorent, hein, les élèves, hein. Combien de mots, combien de phrases, le nombre de slides si c'est un PowerPoint. Et pareil, en fait, il n'y a pas de... On peut être sur des choses très larges, mais en fait, il faut donner des infos parce que sinon, en fait, l'élève, il est perdu et en fait, on va se retrouver avec des productions qui n'ont pas trop de sens. Un exemple, moi, je trouve ça bien, très rapidement, donner un exemple très concret et des étapes de travail. Donc tout ça, ça peut paraître assez abstrait. Bon, juste pour vous donner un exemple très concret, exemple en fin de classe, on dit à nos élèves, bon alors pour la semaine prochaine, tout le monde, vous me présentez un ami. Et là, du coup, l'élève, il se retrouve, il ne sait pas quoi faire. Et la production orale, ça va être du coup pas dynamique parce qu'il va pas, en fait, il va être parti dans tous les sens, quand, comment, etc. Donc ça n'ira pas. Donc là, en fait, on a oublié de dire en combien de minutes, on n'a pas donné de consigne. C'est quoi, en fait, présenter? C'est la description physique, la description morale. Donc vraiment, en fait, là, si on reprend notre petit déroulé, donc en fait, pour reprendre sur le même objectif, donc poser le contexte, c'est quoi le contexte? Le contexte, c'est que c'est par exemple là un objectif plutôt en A1, ça peut être avec tout niveau, avec tout groupe, des groupes d'ados, d'enfants, d'adultes. Donc poser le contexte, on va faire connaissance. Fixer un objectif, l'objectif donc c'est de présenter un proche à ses camarades de classe. Utiliser un niveau de langue adapté. Donc là, ça va être, si on parle du A1, donc il faut faire avec des mots simples. Être clair et concis, bon là, rien de spécial. Pour le temps nécessaire, donc par exemple, il faut bien donner une date, et ce n'est pas juste la semaine prochaine, en fait, il faut donner une date, par exemple, présenter donc, un camarade de classe pour lundi la semaine prochaine. Les modalités de travail, donc ici, ça serait plutôt peut-être un travail en individuel. Le type de production, on peut proposer un nombre de phrases. Moi, j'aime bien donner un petit peu comme un squelette de production. Vous allez nous donner le prénom, le nom, la nationalité, l'âge, la date de naissance, la profession, la description physique. Donc, vraiment lister ce qu'on attend en fait de nos élèves. Un exemple, moi, c'est vrai que très rapidement, en une minute, je vais leur dire, par exemple, je vous propose de faire quelque chose du type je vous présente mon petit frère, il s'appelle Laurent, il a 36 ans, il est artiste peintre, et en fait leur donner un petit peu comme ça un modèle rapide, comme ça voilà, ils savent où ils vont aller, et au niveau de la production, en fait on aura gagné énormément de temps en amont en présentant un petit peu toutes ces consignes. Et pour les étapes, on reviendra plus en détail sur l'importance des étapes de travail. Alors, la créativité, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel en Turquie parce que très souvent, quand on donne quelque chose à faire, nos élèves, ils ne savent pas trop, ils vont pas, ils sont peut-être pas dans le challenge, je ne sais pas, mais ça manque parfois de créativité. Donc, je trouve que c'est bien de les aider, de les accompagner aussi, parce que pareil, pour avoir une bonne production orale, quelque chose de dynamique, il faut avoir quelque chose avec du contenu un peu sympa. Donc, la créativité, pareil, je pense que ce n'est pas forcément en rapport avec le français langue étrangère, ça peut être même en DNL, même dans le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui s'apprend, ou même en français langue maternelle. Donc, la créativité, ça s'enseigne, 1, 2, 3. Et donc, il faut apprendre à nos élèves à développer en fait cette créativité. Il faut leur apprendre à prendre des risques, des initiatives, à développer leur imagination et aussi à rebondir pour trouver de bonnes idées. Et donc, pour ça, il y a plein de techniques en fait, qui ont été développées là, ces dernières années, donc pas forcément en rapport encore avec la pédagogie. Hein. Donc, moi, j'ai choisi aujourd'hui de présenter plusieurs choses. Donc, on va avoir la carte mentale. Après, j'ai choisi un brainstorming et un type schéma et de voir comment, en fait, avec ces façons de faire, je trouve qu'on peut aider en fait nos élèves à réfléchir et en amont, du coup, à préparer leur exposé. Et plus concrètement, pourquoi en fait susciter la créativité? Parce qu'on est là, c'est surtout, il y a 2 choses, parce qu'on va se retrouver, si on ne fait pas ça en amont, avec 25 exposés sur le même thème.
Donc là, par exemple, on a tous vécu ça. En fait, tout le monde a plus ou moins fait la même chose. Donc, au niveau de la dynamisme, peut-être que le premier, on va l'écouter. Après, ça devient insupportable à écouter pour le professeur et pour les camarades de classe. Et autre chose, en fait, on va travailler sur la créativité de l'organisation, comment en fait organiser ses idées, parce que sinon, on va se retrouver avec des exposés très mal organisés. Et pareil, au niveau de la dynamique, ça va être pas très sympa à écouter. Donc là, encore une fois, je pense aux élèves, mais je pense à vous, prof, parce que en fait, moi, en tant que prof, parfois, c'est long hein, quand on a 25 exposés à écouter à la suite. Donc là, c'est voilà, des stratégies pour nous aussi passer un bon moment et aider l'élève à s'organiser et stimuler un petit peu l'émulation et la créativité de nos élèves. Donc là, ce que j'ai pris comme premier exemple, donc c'est une carte mentale. Alors, je l'ai mis à la fin, j'ai cité un peu les sites que j'avais utilisés. Là, c'est une maîtresse en fait d'école, une institutrice qui s'appelle Myriam et son site s'appelle Maîtresse Myriam. Donc là, on est sur du primaire. Et donc là, en fait, elle, ce qu'elle veut, c'est que ses élèves se présentent. Et plutôt que de leur dire, voilà, présentez-vous pour la semaine prochaine, elle leur a proposé un modèle très sympa, donc avec une carte mentale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est vraiment ça, c'est l'idée sur un petit format A4. En général, on oublie l'ordi, hein. On prend un papier, un crayon et on fait des petits schémas, etc. On fait un truc un peu sympa. Et là, voilà, donc elle s'est présentée en tant que maîtresse. Donc, elle met ce qu'elle aime, les valeurs, n'aime pas, qualité, défaut, physique. Donc, ça, c'est elle qui a choisi ses rubriques. Et voilà, donc elle a encore une fois comme un squelette. Et après, avec ça, en fait, elle est en tant que maîtresse, tout à fait apte de dire j'ai les cheveux châtains, j'ai les yeux bleus, je suis forte. Elle a dit quoi? Et au régime, j'ai les cheveux courts. Donc voilà, elle, c'est son truc. Elle a fait sa carte mentale. Et après, du coup, elle a demandé en fait à ses élèves de préparer en fait comme support la même chose pour faire leur petite production orale en classe. Et là, je trouve le format adapté vraiment à tout le monde. Donc là, on voit en primaire. Donc en primaire, on pourrait faire ça. Mais moi, j'ai déjà fait ce genre d'exercice avec des adultes à l'Institut français. Et ça marche très bien aussi, en fait. Donc là, voilà, c'est l'idée d'organiser. Comment organiser là avec des sous-thèmes et de se forcer un petit peu à prendre le temps de encore une fois de réfléchir, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur moi, comment l'organiser, et voilà. Et on va avoir aussi un squelette qui va être plus ou moins similaire, donc tous les élèves vont faire des choses qui sont comparables. Et je pense que c'est, voilà, premier exercice, la carte mentale, ça peut se faire donc à tous les niveaux et avec tout type de public, et c'est toujours sympa au niveau du rendu, des couleurs, etc. Alors, hop. Ensuite, brainstorming. Alors, brainstorming, il y a des fans de la langue française qui me diront remue-ménage. Moi, j'avoue que j'utilise beaucoup d'anglicisme quand je parle, et tant pis. Et donc, brainstorming, c'est quoi? Moi, je le fais beaucoup en classe quand je donne un exposé, parce que sinon, on se retrouve avec 25 fois les mêmes exposés. Donc, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, avec ma classe, je me souviens à l'université Galatasaray, il fallait qu'ils présentent un symbole de la France. Si je leur demande pour demain, vous me présentez un symbole de la France, j'ai 25 exposés sur la Tour Eiffel. Donc là, voilà, pas super au niveau de la dynamique de la classe. Et donc, ce que je fais souvent, là, je les mets en groupe en disant, bon alors, on a un mot-clé, pareil, on peut partir d'une carte mentale, écrire au milieu du tableau symbole de la France, et on fait des petites flèches, et on écrit un petit peu, qu'est-ce que vous connaissez comme symbole? Donc, au début, ils sont là, ils réfléchissent, ils n'ont pas trop d'idées. Puis au final, là, on va avoir plein d'idées. Voilà, donc la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, je sais pas, le coq, un parfum. Donc on va noter au tableau tout ça. On se retrouve en général avec pas mal de réponses. Et après, je leur dis, bon, en fait, il y a un exposé demain, vous devez présenter chacun un symbole. Et en fait, je vais leur distribuer. Voilà, tout ce qu'on a écrit, on va le distribuer. Comme ça, on aura des choses un petit peu différentes. Ou alors, je leur distribue. Ou alors, j'avoue que je dois épuiser mes étudiants avec ça, mais j'adore les concours, j'adore faire des jeux. Donc, je leur pose une question lambda, et le premier qui a la bonne réponse, il peut choisir son symbole, et ainsi de suite. Donc, comme ça, chacun son tour, en fait, il choisit ses symboles. Donc, ceux qui ont perdu mon jeu, ils se retrouvent avec le dernier symbole de la liste, et tant pis. Et voilà. Donc, l'idée du brainstorming ici, toujours donc dans l'idée de la dynamique d'un exposé, c'est de réfléchir ensemble sur une thématique, sur toutes les possibilités d'exposer sur ce thème, et après de distribuer pour avoir en fait dans la classe des choses très différentes. Et là, j'ai pris les symboles, mais ça peut être quand on est sur des niveaux B2, quand on parle de sensibiliser voilà, à quoi peut-on sensibiliser? Et on peut parler de thématiques beaucoup plus difficiles, en fait, avec des objectifs à niveau B2. Ça peut être l'égalité homme-femme, ça peut être, je ne sais pas,
la défense des animaux et des choses très différentes. Et là, pareil, en fait, comme ça, on distribue les exposés pour avoir, en fait, sur la classe, des choses qui traitent et de l'environnement, et du travail, et du droit des femmes, etc., etc. Donc, le brainstorming. Et ensuite, troisième chose, alors là, j'ai fait exprès de le faire un peu en mode moche, mais l'idée, c'est de faire un petit schéma. Pourquoi donc là, en fait, on leur demande de faire un exposé. Et ça, encore une fois, moi, j'aime bien, notamment pour tout ce qui est préparation aux examens, ce qui nous concerne tous avec nos étudiants, nos élèves, les examens plutôt B2, C1, mais là, ça pourrait être aussi même A2, bref, tout. L'idée, c'est quoi? C'est de faire un petit carré comme ça sur sa feuille, de noter dans un coin les idées, les arguments, dans un carré la grammaire, dans un carré le vocabulaire, et là, j'ai fait un espèce de truc connecteur. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans grammaire? On ne doit pas mettre des phrases. Ce qu'on doit mettre dans grammaire, par exemple, si on est au niveau B2, c'est que le prof, il s'attend à ce qu'on utilise la grammaire qu'on a vue en classe la semaine dernière. Et ou si c'est un examen justement d'ELF B2, on s'attend à avoir des phrases complexes, donc par exemple des subjonctifs. Donc là, dans la case grammaire, je peux écrire « il faut qu'il fasse ». Je peux écrire une petite règle, par exemple, sur l'hypothèse, si imparfait, conditionnel. Je peux écrire des petites choses, je me souviens, en mode, lors de ma présentation orale, ça, il va falloir que je le case à un moment donné. Pareil pour les connecteurs. En fait, il suffit d'en apprendre 4-5. Tout d'abord, ensuite, enfin, je les écris sur ma petite fiche directe. J'arrive sur mon brouillon, tac, 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 j'écris mes connecteurs et je sais que mon objectif, c'est de placer des mots. C'est un peu, le schéma, c'est un schéma où je vais organiser tout ce que je veux placer pour m'aider à m'organiser. Et l'idée, c'est de ne pas faire un truc linéaire parce qu'on n'est pas en train de lire sa feuille. Ça, c'est au niveau de la dynamique, c'est nul. C'est vraiment sur un carré de noter, en fait, ce dont je vais avoir besoin. Quels sont mes outils? En fait, c'est ma petite fiche outils, c'est ça. Le schéma, c'est ma fiche avec ce que je vais pouvoir réutiliser. J'ai pris un exemple de sujet, par exemple, de production orale qu'on pourrait avoir avec notre classe. Parlez du logement de vos rêves. Ressemble-t-il à votre logement actuel? Quelle est la pièce où vous passez le plus de temps? Pourquoi? Avez-vous rencontré des problèmes dans votre logement actuel? Si oui, lesquels? Donc là, on se retrouve avec beaucoup de choses. Et là, l'idée, c'est ça, en fait. C'est ou alors on le fait en individuel et chacun réfléchit, ou même en classe. Le prof peut dire, bon alors, on réfléchit ensemble, quel plan on va pouvoir adopter. Au niveau du carré grammaire, à votre avis, ici, avec ce type de production orale, quelle grammaire on va pouvoir mobiliser? Et donc, chacun, on peut réfléchir ensemble. Et au niveau du vocabulaire, tiens, le lexique du logement. Et pourquoi pas en classe, refaire une petite révision. Alors, le lexique du logement, qu'est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous pouvez lister un petit peu ce qu'on a vu en classe? L'occasion, en fait, encore une fois, c'est entre un brainstorming et un schéma, de revoir ensemble comment mobiliser un petit peu tout ce qu'on a vu et comment se le réapproprier pour le jour de la production orale, avoir un truc organisé et ne rien oublier. Donc, voilà un petit peu au niveau de la créativité, 3 petites choses pratiques. Donc, la carte mentale, le remue-ménage et le schéma. Alors, ça fait toujours ça. Hop. Ensuite, offrir un suivi. Alors, offrir un suivi, c'est très important parce que souvent, en fait, on dit, allez, vous faites un exposé pour la semaine prochaine ou pour le mois prochain. Et après, il n'y a pas d'interaction avec nos élèves et en fait, on ne sait pas trop eux où ils en sont. Et le jour de l'exposé, c'est bien ou c'est pas bien, mais ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu en amont se rendre compte que ça n'allait pas, qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils n'avaient pas la bonne façon de faire, qu'ils ne s'étaient pas bien préparés. Et c'est bien en fait de donner des étapes et de ne pas oublier, alors là encore une fois, ça peut être avec des enfants, des ados, des adultes, c'est le même problème, de les aider à s'organiser. Et peut-être que moi, c'est vrai que je fais partie de ces gens un peu trop organisés, avec un agenda assez extraordinaire, mais donc là, pareil, c'est pas du fleu, c'est de l'organisation organisationnelle, c'est comment en fait fixer des étapes et les accompagner. Et il n'y a rien de plus difficile pour un élève que d'être tout seul et de ne pas savoir. Donc le minimum, c'est de fixer un espèce de calendrier comme ça avec des étapes. Donc là, j'ai pris comme exemple nous, ce qu'on faisait quand j'étais à l'université Galatasaray. Là, c'était le module 2. Donc le module 2, au niveau de la thématique, j'ai noté quelque part. Oui, voilà, faire un micro-trottoir auprès de francophones à Istanbul. Donc les élèves devaient choisir une personne francophone, choisir un thème et préparer des questions. Et là, ce qui est important, en fait, c'est tout au long, donc sur 3 semaines, donc l'exposé à faire 3 semaines plus tard, de prendre le temps au minimum, vous voyez, donc là, c'est semaine 1, 2, 3, chaque fin de semaine,
de dire, bon alors, on prend 30 minutes, on regarde ensemble, vous en êtes où? Est-ce que vous avez commencé à préparer vos questions? Est-ce que vous avez trouvé une personne à interviewer? Est-ce qu'au niveau du matériel, tout le monde, est-ce que vous avez votre petit micro qui est prêt? Donc vraiment de regarder les étapes et de suivre en fait, de suivre le travail. Encore une fois, c'est quoi le rapport avec la dynamique? La dynamique, c'est pareil. En fait, là-dessus, on est en amont, mais on ne peut pas s'attendre à avoir un exposé dynamique et avoir une bonne présentation si on n'a pas en fait fait tout ce travail en amont. Et on en parlera un peu plus tard aussi. Tout ça, ça montre notre intérêt. Et en fait, ça va aider la motivation. Et la motivation va aider au dynamisme. Et tout ça, c'est un cercle vertueux. Il faut montrer notre investissement dans. Ce n'est pas juste un devoir. C'est quelque chose qu'on suit et on s'intéresse et on vérifie au fur et à mesure que, étape après étape, tout se passe bien. Et ça peut être. En fait, on n'est pas obligé de corriger en fait, forcément chaque étape. C'est juste dire est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a fait ça? Voilà, vérifier que tout se passe bien au fur et à mesure. Donc ça, c'est l'idée du suivi. Alors, ensuite, donc c'est là qu'on parle des outils et c'est là que on va parler du problème de la caméra. Donc, première chose, donner des outils pour la présentation. Donc, ça peut être une présentation qui va se faire, je ne sais pas, ça va être donc un PowerPoint, mais ça peut être aussi, même, je me souviens, j'avais une fois, on avait Word et je demandais à des étudiants de juste préparer par petits groupes une petite production orale. Et pour moi, c'était évident que tout le monde avait un pack Office et Word sur son ordi, et pas du tout. Donc, un institut français, c'est un public adulte, et il y a des gens, en fait, qui n'ont pas forcément été... qui ne travaillaient pas dans le monde de l'entreprise et qui n'avaient pas Word. Donc, du coup, ils n'avaient qu'un bloc-notes, et après, donc, ça n'allait pas. Donc, j'avais dû partager un Google Doc, et là, pas de problème, en fait. Ils n'ont pas ça, je partage un Google Doc avec un lien, et en fait, on trouve d'autres façons de travailler. Mais c'est vrai que trop souvent, je trouve qu'on est on pense que les autres... ont tous les outils que nous on utilise, mais en fait, il faut en parler. Donc, proposer un outil, savoir si tout le monde l'a, sinon pouvoir le partager ou proposer une alternative. Donc, ça, c'est important. Et après, moi, ce qui m'arrive très souvent maintenant, parce qu'en fait, c'est triste, mais je me rends compte que je vieillis aussi et qu'en fait, c'est mes élèves qui ont la réponse à beaucoup de choses. Donc, parfois, quand moi, je ne sais pas, eux, ils savent. Et donc là, récemment, on a eu ça. J'ai demandé à mes élèves de faire un tuto. C'était donc au niveau de la présentation orale, donc très sympa comme format. Donc, ils devaient se filmer, faire une petite vidéo. Il fallait qu'ils partagent ça dans un drive. Et le jour de la présentation orale, donc ils devaient présenter leur vidéo. Et en fait, il y avait un problème. Il y a un élève qui n'arrivait pas à mettre ça sur le drive. Et je n'avais pas la solution à son problème, sauf que j'ai dit à ma classe, est-ce que quelqu'un peut aider? Et oui, donc en fait, ils avaient tous trouvé la façon d'eux, ou ils avaient tous des enfants adolescents, donc c'est les enfants qui ont trouvé l'astuce. Donc encore une fois, si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. J'ai envie de dire, en général, Google sait, et si Google ne sait pas, les élèves, en général, ont plein au niveau des technologies, ils ont les outils adaptés. Et quand on parle d'outils adaptés, donc là, le problème de la caméra, alors moi, je prends aussi en ce moment des cours, donc je suis à la Sorbonne Nouvelle en licence de lettres modernes et je suis étonnée à chaque même problématique, à chaque fois qu'il y a un regroupement et que j'ai un professeur qui vient nous faire une présentation, tous les élèves répondent, donc désolé, on n'a pas, désolé, ils écrivent dans le chat, on n'a pas de caméra et on n'a pas de micro qui marche. Alors, au niveau de la bonne volonté, de la bonne foi, je pense qu'il y a quand même du mensonge parce que ça me semble compliqué, ça me semble bizarre cette histoire de caméra et de micro. Donc, ça n'arrive pas qu'à nos élèves. Ça veut dire que même là, dans mes camarades de classe, c'est un peu le même profil. On a toujours des gens qui râlent, qui n'ont pas la caméra, pas le micro. Et c'est un problème. Donc, encore une fois, je ne sais pas trop au niveau des cours, sur Zoom, quelles sont les règles, etc. Mais là, quand on parle d'une production orale, je dirais qu'on peut, en tant que professeur, imposer la caméra et le micro quand un autre élève fait une présentation par respect pour lui. Et je trouve que c'est bien comme démarche. Et c'est vraiment... oui, un respect pour la personne qui prend la parole. Et donc là, je n'en veux pas du tout aujourd'hui si vous n'avez pas votre caméra. Ce n'est pas grave, pour moi, ça va. Mais je pense que nous, en tant que prof, dans nos classes, il faut vraiment qu'on passe par là parce que sinon, en fait, on a une classe de fantômes et on ne peut pas être je sais pas, le fantôme dynamique. Je ne sais pas, après, ce sera peut-être l'occasion de faire une autre présentation, mais c'est un autre niveau. Donc, je pense que la caméra doit être donc obligatoire. Après, là, c'est de la com. Et là, pareil, parfois, je rigole, mais donc la caméra, elle doit montrer votre visage.
Et en fait, je fais des observations de classe donc à l'Institut français. Et c'est vrai que j'ai eu des observations avec des collègues, des professeurs, et je ne comprenais pas parce que c'est vrai que c'était un angle un peu bizarre. Et donc, j'ai eu une explication qui est bien malheureuse, c'est que certaines marques d'ordinateurs, je crois que c'est Huawei maintenant, ils ont des caméras qui sont en fait en bas de l'écran et ça fait une espèce de contre-plongée qui est vraiment pas géniale. Donc, j'ai envie de dire pas de chance. Donc, c'est vrai que là, du coup, ça nécessiterait l'achat d'une caméra à mettre au-dessus. Mais c'est vrai que voilà, une contre-plongée, voilà, mais voilà, j'avais des exposés comme ça. Voilà, bon, ça n'allait pas où je voyais le plafond. Et je l'ai vu là dans mes cours de licence. Il y a voilà, aussi, parfois, on a des vues de plafond. C'est vrai que bon, ça, j'ai de la chance, moi, par contre, j'ai un très beau plafond. C'est des beaux appartements en Stamboul. Mais ce n'est pas le cas chez tout le monde. Donc, malheureusement, je pense que c'est plus sympa de voir les visages que de voir les plafonds pour la dynamique. Donc ça, voilà, ça demande, et encore une fois, l'excuse de ça coûte cher. Je ne sais pas combien coûte une petite caméra à clipser sur son ordi, mais je pense que tout le monde peut avoir cet outil. Et pareil pour le micro, qui me semble être nécessaire. Aussi, alors le micro, ouais, ça c'est un vrai problème au niveau des exposés, quand on demande des choses enregistrées, comme là le tuto vidéo, ou quand on demande aux étudiants de s'enregistrer voilà, au niveau de l'audio, c'est bien d'avoir les petits écouteurs là, avec le micro, en fait, pour la qualité du son. Sinon, on a les bruits extérieurs, on a trop de parasites, et au niveau des audios, quand on écoute en classe les vidéos, ça donne des choses qui sont vraiment pas terribles. Donc là, au niveau du son, pareil, donner comme astuce, en fait, le petit micro-cravate, vous pouvez l'utiliser même comme ça en petit micro, et ça donne un son qui, du coup, est très, très bon. Donc ça, au niveau technique, pareil, c'est super. Et alors le jour, ça c'est pareil, le jour de l'exposé, quand vous proposez un exposé, toujours demander à tous vos élèves de vous envoyer leur exposé, leur PowerPoint, leur je ne sais quoi, par email avant. Parce que sinon, il y a toujours quelqu'un qui, le jour de l'exposé, ça ne marche pas quand il le lance, il a un problème avec son partage d'écran. Le classique aussi, moi, c'était les étudiants en présentiel qui me disaient je vais dans ma boîte email pour chercher ma présentation, mais moi, j'ai un clavier AZERTY, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas le mot de passe, du coup, on ne retrouve pas le nombre de minutes qu'on perd à chercher la présentation de chacun. Donc, le minimum, c'est ou un drive où chacun met sa présentation, son PowerPoint, son support, ou alors, en fait, on vous l'envoie par email et vous organisez ça en amont. Comme ça, le jour de la présentation, tout est là et c'est plus facile aussi. Donc, voilà pour ça. Et donc, oui, et c'est vrai que là, on voit le cliché, mais on a tous vécu ça, la pauvre personne toute seule avec tous les fantômes. Alors, ensuite, je voulais vous parler un petit peu donc, de certaines consignes de communication. Alors, oui, donc des consignes pour les élèves. Alors là, pareil, on est sur des choses, entre guillemets, évidentes, mais en fait, c'est bien d'enseigner ça, nous, en tant que prof. Donc, la prise de notes. La prise de notes, c'est qu'on ne peut pas arriver le jour de son exposé, de sa production orale, avec une feuille, avec des phrases toutes rédigées et lire un texte. Et ça, on a toujours un élève qui le fait. Et au niveau de la dynamique, ça ne va pas. Au niveau de la lecture en général, c'est un massacre. Et au niveau de la compréhension, c'est donc du coup très difficile. Donc en fait, c'est le minimum, c'est d'arriver avec une prise de notes, des mots-clés pour pouvoir être capable de produire. Et même si la production, encore une fois, là je vous parlais, on a vu l'exemple de la carte mentale avec des choses très faciles sur la présentation d'une tierce personne, même si c'est des mots comme ça va forcer la personne, l'élève, à réfléchir. Donc là, on avait vu la description physique où il y avait marqué description physique, il y avait des mots-clés, je sais pas, petit, blond. Et bien là, du coup, ça me force à construire ma phrase. Je suis petite, je suis blonde. Et voilà. Et rien que ce petit travail, en fait, qui va être du coup un peu spontané, va donner à la présentation le dynamisme qui manque si on a en fait vraiment une lecture linéaire d'un texte préparé à l'avance. Et ça n'ira pas. Aussi, la fiche lexique, vocabulaire adapté, si mots compliqués, on explique. Ça, je trouve ça super en fait de faire ça pour beaucoup de choses. En fait, dès qu'on arrive à un niveau B1, on demande des exposés sur, même là, je vous parlais des symboles de la France. Par exemple, le lexique, je ne sais pas moi, de la Tour Eiffel, de l'acier, ou je ne sais pas, de la construction. Il y a peut-être des choses en fait dans la classe, on n'a pas ce lexique-là, on a envie d'en parler. Et on fait une petite fiche vocabulaire qu'on distribue aux camarades de classe. Donc, si on est sur un exposé en ligne, en amont, en fait, on peut faire un petit doc et on l'envoie à tout le monde. On peut le mettre dans le chat. Ou on peut, au début de l'exposé, dire pour mon exposé, il y aura 2-3 mots.
Je me souviens, voilà, par exemple, quand on fait aussi à l'université des exposés sur la sensibilisation, sur des thématiques comme l'avortement, etc., le mot avortement, j'ai envie de dire, c'est normal que personne ne le connaisse. C'est pas en classe qu'on étudie forcément ça. Et du coup, c'est important, avant de se lancer sur un grand exposé sur cette thématique qui est quand même lourde, d'expliquer en fait le mot de base, parce que sinon, on va pas réussir, par exemple, à captiver en fait les élèves et à les faire écouter et comprendre. Donc la fiche lexique, c'est vraiment, voilà, l'idée c'est qu'on doit parler, on va s'adresser à un groupe d'élèves et du coup, en fait, il faut que nos camarades puissent comprendre de quoi on parle, parce qu'en général, le prof, lui, ça va. Et du coup, ou alors on adapte notre lexique, ou alors s'il y a des mots compliqués, on les explique en amont, ou alors on fait une petite fiche. Et j'ai noté aussi, oui, les relances, parce que les relances, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour les DELF, c'est noté notamment, j'ai marqué pour la production orale du C1. Je ne sais pas si vous avez fait passer récemment des épreuves, mais il y a toujours, pour l'exercice 2 en interaction, le critère, c'est peut choisir une expression convenable pour attirer l'attention ou garder l'attention de l'auditeur. Ça, c'est sur un point. Et nous, profs, examinateurs, quand on doit noter ça, on est toujours un peu dans un on ne sait pas trop, donc on met 0,5 entre les deux. Et en fait, ça, il faut qu'on l'enseigne à nos élèves. Et en fait, ça peut être encore dès le début, dès un petit niveau. Ça va être, en fait, dans notre exposé, relancer. Saviez-vous que, connaissez-vous, nanana. Donc, apprendre comme ça des petites phrases. Et en fait, pareil, là, en cherchant en ligne, il y a plein de petits lexiques, en fait, comment garder l'attention de, comment relancer. Et en fait, on peut, le saviez-vous que, on peut l'adapter à toutes les thématiques, quoi. Donc, ça peut faire un truc... ça peut faire des petites phrases un peu punchy comme ça pour dynamiser en fait la production orale et être sûr que l'auditoire ne dort pas et que tous les élèves écoutent. Donc voilà, voir ensemble des petites phrases. Et la dernière chose, toujours pour les consignes de com, c'est le temps. Que je n'ai pas noté là, mais voilà, donc toujours faire attention au temps, organiser son temps. Moi, je conseille, déjà le truc, c'est qu'on évite le téléphone. Le téléphone, il est bien, mais il reste dans le sac ou il est en mode avion. C'est pas très pratique. Donc à l'ancienne, moi j'ai ma petite montre, tac tac, que je mets là sur le côté. Et en fait, je dirais que chaque personne qui fait une présentation orale au niveau du dynamisme, elle doit avoir sa montre et elle doit en fait pouvoir avoir accès à l'heure sans pour organiser son temps, ce qui est très important. Voilà un petit peu pour les consignes de com un peu générales et notamment là concernant du coup tout ce qui est parlé. Ensuite, là c'était sur écouter. Hop là. Alors écouter, donc j'ai divisé ça en deux catégories. Donc pareil, on se dit mais c'est quoi le rapport entre écouter et la dynamique? Et en fait on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées. Et ici c'est tout ce qui concerne l'écoute active. Donc l'écoute active, c'est quelque chose qui a été développé par un psychologue qui s'appelle Carl Rogers. Donc c'est pas non plus quelque chose qui est en rapport avec le FLE, c'est de la psychologie générale. Et c'est une approche qui est basée sur l'empathie et le regard positif. Et on parle beaucoup d'écoute active dans l'éducation de façon générale avec les enfants. Et du coup, ça implique une attitude, une façon d'être, de ne pas juger en fait pour libérer la parole. Et on se rend compte que c'est une technique de communication de base et qu'on peut vraiment appliquer en fait nous à la classe avec nos élèves. Donc là, j'ai essayé de synthétiser en fait moi ce que j'ai compris de tous ces documents que j'ai pu lire sur l'écoute active. Donc accueillir, ça on est sur des choses, on arrive et quand c'est le début de l'exposé, on a un élève qui ou alors va au tableau et en fait se lève et là on l'accueille, bienvenue Mehmet, vas-y installe-toi, organise tout ça, ou alors en ligne. Donc pareil, on accueille la personne qui s'installe en disant on a aujourd'hui Zainep qui va nous faire un exposé, merci Zainep. Donc on accueille notre élève et s'intéresser. Donc ça, en fait, ça paraît évident ou pas, mais en fait, nous, en tant que prof, il faut vraiment qu'on monte le modèle. Et donc, si nous, on n'écoute pas, les autres élèves dans la classe ne vont pas écouter non plus. Et donc, il faut vraiment montrer, en fait, qu'on est là, qu'on écoute. Et ça peut être, là, je vous vois bien, je vous vois bien. Je ne vois pas trop, parce que moi, je suis quand même sur mon PowerPoint, mais de temps en temps, dans mon Zoom, j'ai des petites fenêtres et j'en vois qui font comme ça, il y a des petits gestes de tête qui font que je sais que certains m'écoutent, en tout cas. Et du coup, je me dis, c'est cool. Au niveau du dynamisme de ma présentation, je ne suis pas toute seule, quelqu'un m'écoute, donc je continue au moins pour cette personne. Donc voilà, ça, c'est des petits gestes qui font que montrer qu'on s'intéresse. Avoir une intention de bienveillance et de neutralité. La bienveillance, c'est quoi qu'il se passe, on reste souriant et on encourage notre élève qui non seulement fait une présentation, et c'est pas facile, et en plus en français, donc c'est une langue étrangère pour lui.
reformuler et suggérer un mot si besoin. Donc là, je ne parle pas en examen, mais plutôt là, si on est sur un exposé en classe, voilà, pour une production orale qui a été donnée comme devoir, le but, c'est pas de piéger, en fait. Si on se rend compte que notre élève il a besoin d'un mot et qu'il est coincé, on lui donne ce mot et ça va tout débloquer. Et voilà, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Donc voilà, on peut suggérer un mot, on peut reformuler, on peut traduire, on sent qu'il y a un mot qu'il utilise en turc et en fait, il n'a pas ce mot en français, on lui donne. Cadeau, j'ai envie de dire, on n'est pas à un mot près. Poser des questions pour inciter l'élève à préciser sa pensée. Voilà, quand sa pensée est trop vague, quand on voit qu'on perd un petit peu l'élève sur quelque chose qui est une notion qui est mal expliquée, on peut poser une question tout simplement, plutôt que de le laisser en fait s'enfoncer dans quelque chose de compliqué. Donc posons des questions, même en cours d'exposé. Sinon, donc, prendre la parole uniquement quand l'élève a fini de parler. Donc là, je n'ai pas trop détaillé là-dessus parce que ce n'était pas là au niveau de la dynamique, mais au niveau de la dynamique, on ne corrige pas. On ne corrige pas pendant l'épreuve ou pendant la production orale. On ne va pas couper la parole toutes les 2 minutes à notre élève parce qu'il fait une faute, parce qu'en fait, il en fera plein. Donc sinon, on ne s'en sort pas. Donc on laisse faire, on laisse produire. Et après tout ça, moi, ce que je fais, c'est que je prends des notes. Ce que je fais souvent, même, je ne corrige pas la production orale après la production de l'élève. Je corrige tout à la fin de les productions de tout le monde. Je fais une espèce de correction générale qui n'est pas nominative. Donc, je prends des notes, tous les exposés pas, je prends plein de notes et à la fin, je fais des corrections. Alors, on va voir ensemble, là, il y a eu quelques petites fautes et je corrige pour tout le monde. Et en fait, on s'en fiche de savoir qui a fait quelle faute. Et l'idée, c'est qu'on va on va réfléchir ensemble et on va du coup, voilà, ce sera moins nominatif et ce sera moins humiliant, moins gênant en fait. Voilà. Donc on ne corrige pas, on laisse la parole à l'élève et quand il a fini de parler, on pose des questions du coup sur le contenu, mais on ne l'embête pas sur les fautes de français. Et comme je vous disais, donc, les nombreux signes visuels et verbaux d'intérêt, ça peut être 1-1, ça peut être oui, mais il faut en fait montrer que vous êtes là et que vous l'écoutez. Donc ça, c'est important. Ensuite, version élève. Donc là, on est de l'autre côté. Donc pareil, il faut que l'élève, il écoute. Et là, on est sur un autre challenge parce que nous, on est, entre guillemets, payés pour écouter nos petits exposés. Les autres élèves de la classe, au début, le premier exposé, peut-être qu'ils écoutent. Après, on en perd une grande majorité. Donc, pour ne pas perdre en fait l'attention des autres et pour qu'il y ait une dynamique de classe, il faut que l'élève soit actif. Pour être actif, il faut lui donner quelque chose à faire. Donc là, c'est tout simple, il faut lui donner une tâche. Donc, le mieux, ou alors on peut lui donner une grille de compréhension orale. Mais donc là, ça veut dire que vous, en amont, vous avez travaillé sur une compréhension et vous allez savoir de quoi, comment est la production de l'élève. Donc là, c'est un peu compliqué. Mais ça peut être possible ça peut être possible. Donc, une grille de compréhension. On peut aussi avoir une grille de notes. Alors, grille de notes, il y a un petit côté, on met des notes, on met des points, on peut être pour ou contre pour X raisons. Reste que la vie, c'est comme ça. On est souvent noté pour des productions orales, que ce soit donc pour les examens de langue comme le DELF, mais que ce soit aussi en classe de français où on a en fait des barèmes. Donc, on peut en fait distribuer un barème à tous les élèves en leur proposant de noter leurs pairs, noter leurs camarades de classe. On peut aussi leur proposer des grilles de questions, des grilles de compétences à répartir. Alors, ce qui est pas mal aussi, par exemple, vous faites, je ne sais pas, un oral type A1, A2, B1, B2, et vous dites, tiens, vous, là, ce côté-là de la classe, vous allez vous focaliser sur le vocabulaire. Donc, vous, votre mission, c'est d'écouter vraiment le vocabulaire et de noter voilà, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pour pouvoir donner une note, noter le vocabulaire. Et là, vous, ce côté de la classe, vous allez vous focaliser sur la grammaire. Et là, ce côté de la classe, vous, ça va être, voilà, vous devez noter les idées, vous devez noter quel est le plan en fait, de votre camarade. Donc, vous pouvez répartir comme ça les groupes. Et en fait, au niveau de la grille, il faut vraiment être dans un jeu de rôle en disant c'est vous les profs, c'est vous qui allez noter. Par contre, il n'y a pas de le vocabulaire, c'était super. Non, c'est pas le prof, il ne fait pas ça. Donc, le prof, il note pourquoi c'était super, qu'est-ce qui était bien, quels étaient les apports de vocabulaire. Donc, vraiment les responsabiliser, leur donner une grille. Et les aider du coup ils sont obligés de se concentrer parce qu'ils ont une tâche à accomplir, donc ils vont être concentrés et écouter leurs camarades et ils vont faire ça sérieusement parce que ça va être leur tour après. Donc en fait après ils vont être aussi notés par leur père et donc du coup ils peuvent pas trop, ils sont obligés de se concentrer. Là j'ai trouvé un petit truc en ligne qui était pareil, pas du tout issu du FLE, mais je trouve ça intéressant de trouver des documents vraiment du monde de l'entreprise ou de la com pour
voilà, pour voir, parce qu'en fait, pour ce genre de choses, il y a des outils. Et là, par exemple, donc, expression écrite, organisation du document, expression orale, originalité avec une faute d'orthographe, utilisation d'éléments visuels. Donc là, c'est un peu trop complexe parce qu'en plus, il y a des pondérations, etc. Mais l'idée, c'est ça, en fait, c'est d'écouter, en fait, et de demander aux élèves de, eux, faire attention et à la présentation de leurs camarades pour pouvoir noter et faire des commentaires après. Et du coup, ce qui est très, très, très important suite à cette écoute, donc cette écoute qui a été active de la part du professeur et de la part des élèves, si elle a été active, c'est qu'après, il y a des questions. Et donc, ça va être la même chose pour nous après. C'est qu'on va voir, en fait, si vous m'avez bien écouté, vous aurez forcément des questions. On ne peut pas ne pas avoir de questions. Ce n'est pas possible. Donc, le professeur, lui, en fait, son rôle, s'il a une écoute active, ça va être vraiment, après la présentation, en fait. Et donc, du coup, hop, je vais passer à ça. Donc, il va remercier. Donc, merci Zaineb pour ton exposé. Je trouve que c'est bien de synthétiser. En tant que prof, en fait, quand l'élève finit sa présentation, de synthétiser. Donc, Zaineb nous a expliqué comment, nanana, il nous a montré ceci. Ou alors, Zaineb nous a présenté son père. Juste une phrase. Et après, du coup, questionner. C'est-à-dire que moi, le minimum en tant que prof, je me force à poser une ou deux questions pour montrer l'exemple, pour lancer un peu une discussion. Donc, pareil, si c'est des choses niveau A1, donc elle nous a parlé de son père. Et donc, Zaineb, ton père aime le football. Ah, super, mais il aime quelle équipe? Voilà, donc je me suis intéressée, je rebondis, une petite question, et je me force à montrer en fait que moi j'ai écouté activement et que ça m'a intéressée. Et donc, je pose des questions et du coup, lancer en fait, il faut que les autres élèves dans la classe aient la même logique. Et au début, c'est un peu difficile, mais ils vont me voir poser des questions, ils feront la même chose. Donc voilà, donc ça va les aider eux dans leur dynamique. Et donc du coup, quelques questions ouvertes. Voilà un petit peu de mon côté. Voilà, donc remercier, synthétiser et questionner. Et voilà, donc moi, de mon côté, j'ai parlé, voilà, c'est ça. J'ai eu mon temps imparti de 40 minutes. Donc, j'ai terminé. Je vais enlever, en fait, mon partage d'écran pour vous voir, vous. Et j'aimerais, pour me montrer que vous avez tout compris à comment aider l'élève à dynamiser sa présentation, que vous me posiez vos questions et que vous m'expliquiez un petit peu comment ça se passe dans vos classes. Alors, donc j'arrête le partage d'écran. Hop là. Donc, du coup, maintenant, j'ai accès aux commentaires. Alors, il y a des merci. Alors, merci, ça marche bien. Donc, dans mon slide, c'était le dernier mot, remercier. Donc, ça, c'est pas mal. Vous avez au moins appris ça. Et du coup, j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous avez des questions et comment, quelles sont, vous, vos petites stratégies pour dynamiser vos classes? Bon, c'est pas une question, mais du coup, justement, quand j'ai personne ou quand je sens que je vais avoir personne qui pose des questions, il m'arrive, avant la présentation de l'autre, de dire vous deux, vous allez poser des questions à la fin. Et au moins, les gens sont préparés et on sait qu'on va avoir une intervention. Et comme tu l'as dit, les questions appellent les questions. Généralement, c'est les autres après enchaînent. D'accord, super. Donc, au moment de distribuer les tâches pour l'écoute active, en fait, il y a même une partie, des étudiants, leur mission, ça va être de poser des questions. J'aurais dû, avant ma présentation, du coup, Amandine, te choisir, toi et d'autres, pour poser des questions à la fin. Les autres. Alors, donc là, maintenant, je me rends compte quand même de qui a sa caméra, qui n'en a pas. Donc, il n'y a quand même pas beaucoup de caméras. Oui, Astrid, je peux me permettre? Bien sûr, Massène. Oui. Moi, je me pose une question. Je ne sais pas si, en t'écoutant, en regardant ta présentation, alors merci, c'était très clair, c'est très bien. En fait, je me demande s'il n'y a pas une grande part de culturel dans notre façon d'envisager les présentations et dans quelle mesure tout ça, toutes ces consignes que tu proposes sont pertinentes avec un public de culture turque. Mais là, peut-être qu'il faudrait poser la question aux collègues turcs et voir s'il y a des choses qui sont plus ou moins évidentes pour eux, d'autres qu'ils envisagent et que nous, on n'envisage pas. Tu vois? Ouais, alors je comprends le culturel. Après, j'ai l'impression que dans le monde entier, là, je ne parle pas de la classe, je parle de façon générale, même
je sais pas, un président ou une personne politique qui va faire un discours, est-ce que cette personne, elle va avoir les mêmes stratégies, elle va pas pouvoir s'exprimer en lisant ses notes. Les techniques de production orale, elles sont quand même, dans le monde entier, il y a quand même des règles générales, on est un bon orateur ou pas. Et j'ai l'impression que c'est au niveau des règles générales, oui, mais par exemple, il y a une tendance que tu as dû retrouver plein de fois chez tes élèves et auxquels j'ai été confrontée aussi, c'est par exemple le trop de texte sur les diapositives du PPT. La lecture, tu sais, l'adhésion au texte préparé et la difficulté à se détacher du texte préparé, la difficulté à se détacher de la récitation. Je suis sûre qu'on est nombreux à en faire l'expérience. Et moi, je me demande toujours, mais comment je peux changer ça, en fait. Du coup, ça serait bien d'entendre des Turcs parler de ça, mais je pense que les objectifs restent les mêmes au niveau universitaire, mais qu'au niveau de la méthodologie en Turquie, c'est vrai qu'elle arrive peut-être plus tard, peut-être au niveau universitaire, alors que nous, en France, c'est bien ou pas bien, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de méthodologie dès les petites classes. Oui. Mais je sais pas. Est-ce que les Turcs, est-ce que vous apprenez en fait à faire des productions orales à prendre des notes? Comment ça se passe, votre apprentissage de tout ça? Après, je peux aussi interroger. C'est l'autre. C'est pour la dynamique de classe. Tu choisis des gens et tac. Moi, je voudrais faire part de mon expérience que j'ai eue de 2014 à 2019, que ce soit avec des ados ou des adultes. J'avais enseigné à l'Institut français aussi d'Ankara et avec les adultes, bien sûr, et les enfants au milieu scolaire, collège, lycée. J'ai constaté que vraiment, ils ont du mal à se lancer pour poser des questions. Ils n'aiment pas, en fait, poser des questions. Et moi, je disais toujours, moi, je voudrais qu'on me pose des questions. Je suis là pour vous écouter et vous répondre. Je suis payée pour ça. Et vraiment, c'est terrible parce que j'ai l'impression que c'est culturel, en fait. Je ne sais pas si si vous avez eu cette impression, Madame Astrid, mais moi, c'est l'impression que j'ai eue pendant toutes ces années-là. Là, je reste sur la production orale et donc les questions qui font suite à une production. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a peu de questions en général, mais le peu de questions est souvent dû à une mauvaise écoute ou à une écoute qui n'a pas été très active, donc on n'a pas vraiment écouté et donc on n'a pas de questions. Genre, en général, si on est intéressé par un sujet et si on écoute, on a forcément, je sais pas, après, je suis curieuse, mais on a envie d'en savoir plus, quoi. Donc, je pense que souvent, en fait, c'est en amont, l'écoute n'a pas été très sérieuse et c'est pas la faute des élèves, on est tous pareils, hein. C'est juste on se met en mode pause, quelqu'un d'autre parle, j'ai rien à faire, hop, moi je suis en pause et du coup on n'a pas de questions. Mais si on a bien écouté, j'ai envie de dire, on a des questions. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des stratégies d'écoute que nous, peut-être dans notre modèle scolaire, on a développé, qui nous paraissent très naturelles aujourd'hui, mais qui en fait ont été développées à travers notre mode éducatif et donc des stratégies d'écoute qu'il faudrait d'abord peut-être développer chez nos apprenants. Je pense que c'est ça, c'est l'idée du passif actif ou peut-être, et en Turquie, mais pas qu'en Turquie, dans le monde entier, où il y a le professeur qui parle, qui est actif, et l'élève qui ne parle pas, qui est passif. Et du coup, en fait, on se rend compte que ça ne marche pas dans l'éducation et dans beaucoup de choses, hein, aussi dans le monde de l'entreprise. Et du coup, c'est de développer, en fait, de rendre l'étudiant actif et acteur. Et du coup, en lui donnant, comme on disait, des tâches, genre c'est toi qui poseras des questions à la fin de l'exposé, ou c'est toi qui dois noter. En fait, voilà, il faut lui donner une tâche à faire pour qu'il écoute en fait vraiment activement et ou prendre des notes, tout simplement. L'idée de maintenant, ce qu'on fait beaucoup trop, et ça c'est dommage aussi, on donne tout. On donne à l'élève le polycopier, on lui donne le PowerPoint, il n'y a même plus de prise de notes. Et encore une fois, la prise de notes, c'est pas forcément avec un stylo et avec un papier. Ça me dérange pas que ce soit sur ordinateur, mais l'idée de tu écoutes, donc tu prends des notes. Plutôt que tu écoutes, tu n'écoutes pas, tu es devant ton ordi, tu fais rien, tu fais autre chose, tu envoies des messages à tes amis. Et en fait, après, on te donnera le polycopier et tout sera clé en main. Et donc ça aide pas à l'écoute, en fait. Et ça aide pas donc. Et ce qui n'aide pas à l'écoute, donc l'écoute n'aide pas à la production après. En fait, voilà, on se retrouve dans un truc.
Alors, je vois Atidje qui propose, je voudrais vous poser une question. Lorsque je demande à mes élèves de faire un court exposé en classe, ils ont tendance à lire leurs notes sans forcément improviser ou bien parler naturellement de peur de faire des erreurs. Comment peut-on, selon vous, franchir ce problème? C'est ce que, voilà, donc j'ai essayé de donner des outils clés en main. Ce que j'ai pu montrer avec la carte mentale, moi je trouve ça bien, de leur imposer au début, c'est pas facile, de leur dire pour l'exposé, je vous demande de ne pas venir avec une feuille avec des phrases toutes faites, de venir avec une carte mentale. Bon, le seul support autorisé, c'est ça, cette carte mentale, avec donc, c'est toujours un mot central, des flèches et des mots. Et du coup, ils seront obligés de faire des phrases, de créer les phrases de façon spontanée. Et ça, en fait, on va gagner en spontanéité. Et après, c'est vrai que la seule solution parfois, et je vais être dure, mais c'est d'imposer des choix. C'est-à-dire que si on laisse la lecture, ça va être, et en plus la lecture est difficile en français. Genre dans d'autres langues, moi en tant que personne qui parle français, si j'ai un exposé à faire en français que je le lis, bon, je sais lire, donc je pourrais à la limite m'en sortir. Mais quand c'est en langue étrangère, là on se rend compte que la lecture de nos élèves en français, ça va pas du tout. Donc en fait, c'est vraiment les aider que de ne pas autoriser en fait ce document. Pas de Et juste pour prendre un exemple, mais qui n'est pas un bon exemple, mais je me souviens, ça m'a traumatisée. Pour mon bac en lettres, j'avais option japonais LV3 et j'avais fait un peu l'idiote dans les couloirs. Et du coup, mon examinateur, au moment de ma prise de parole, donc j'avais fait tout un brouillon, j'avais fait, une heure de préparation d'un commentaire de texte. Il a pris mon brouillon, il me l'a déchiré et il m'a regardé, Mademoiselle Boutry, je vous écoute. Et en final, j'ai eu quand même une bonne note parce que j'avais pas le choix. Là, j'étais dans la spontanéité, il n'y avait plus le choix. Mais bon, ça pour dire que peut-être c'est ça aussi. Peut-être qu'il faut garder tous les brouillons de nos élèves et les laisser sans brouillon, sans rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, mesdames. Bonjour, Ali. Oui. Alors, d'abord, je vous remercie pour votre intervention. Malheureusement, je n'ai assisté qu'à la moitié. J'ai beaucoup apprécié cette technique de maintien de l'attention des élèves, même à distance. Et ça, c'est vraiment, comme vous le savez toutes et tous, c'est le problème du e-learning ou de l'enseignement à distance. Vous avez parlé de beaucoup de choses que je vais exposer après, donc à l'atelier suivant. Je parle beaucoup de l'attention et la concentration. Alors là, moi, à mon sens, c'est une éducation. C'est-à-dire, on ne va pas demander à un élève brutalement de poser une question, il va le faire facilement, mais c'est un accompagnement à cette compétence de se poser des questions avant de les poser aux autres. Oui, c'est vrai. Et autre chose, et l'écoute, comme a dit une collègue, c'est justement, ça se développe. Et lorsqu'on est dans l'écoute active, qu'on ait des enseignants ou des élèves, ça peut attirer l'attention des autres à nous. Ça peut nous aider à tisser de bonnes relations. Donc, cette habileté et compétence d'écoute active, ça a beaucoup d'impact sur nos relations aux autres. Et contrairement, lorsque notre interlocuteur ou nos interlocuteurs remarquent qu'on fait semblant de les écouter ou qu'on n'écoute pas carrément, alors là, ça impacte notre relation. C'est plus que juste des informations qu'il faut capter. Oui, comme vous dites, on bluffe personne, on voit très bien qui écoute et qui n'écoute pas. Justement. Bon, on va venir vous écouter après, alors c'est bien ça? Oui, c'est ça. Avec plaisir. Bon, on a peut-être dépassé notre temps de parole. Je pense que ça va être le groupe suivant qui commence dans 5 minutes. C'est la petite pause qui est nécessaire pour l'écoute active. Oui. Sinon, on commencera 5 minutes en retard. Non, oui, mais... Est-ce que... Présentation. Pardon. Merci Amandine. Merci. Il y a une question de Atidje Sheker sur le chat. J'ai vu, oui, c'était la question. Vous lui avez répondu. Oui, c'est bon, répondu, ouais, j'ai vu. Merci à tous et à toutes d'être venus.
Et c'était un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Puis j'espère vous revoir bientôt pour d'autres formations et dans tous les cas l'année prochaine au printemps numérique. Merci beaucoup, Astrid. Merci. Merci. On va prendre 5 minutes de pause, donc, avant d'accueillir Khalil. C'est ça, c'est Khalil, n'est-ce pas? Oui, c'est Khalil. OK. Khalil. Donc, Khalil, à pardon. tout à l'heure. À tout à Merci. l'heure. À tout de suite. Donc, bonjour Khalil et bienvenue. Vous êtes actuellement au Maroc? On ne vous entend pas. Vous pouvez activer votre micro. Je vous l'active. Est-ce que vous pourriez activer votre micro? Oui, il l'est Ah, déjà. c'est bon. OK, ça y Maintenant, est. c'est Maintenant, bon. je vous OK. entends. Super. OK. Merci. Donc, j'ai pas entendu. Vous êtes au Maroc en ce moment? Oui, et je suis au Maroc. Je suis formateur au CRMF de Casablanca Stade. Donc, on commence déjà ou on attend un peu? On va commencer dans 3-4 minutes, le temps que les OK, gens viennent d'accord. petit à petit sur Donc, sur donc la surface. OK. Je disais que je suis formateur au métier de l'éducation. Mhm. Et au Maroc, c'est les centres régionaux des métiers de l'éducation qui s'en occupent. Et donc, je suis au CRMF de Casablanca Stade. Je suis dans la formation depuis 30 ans. Félicitations. Merci. En 2018, j'avais l'occasion de rencontrer un de vos collègues donc, du lycée Saint-Benoît dans un colloque arabe sur l'éducatif et numérique. Et c'est lui qui nous a parlé de votre colloque Printemps numérique. Et depuis 2018 jusqu'à maintenant, donc, enfin, je suis parmi vous pendant cette 8e édition. Vous vous rappelez du nom de cette personne? Je le connais Ah, peut-être. malheureusement, Non. malheureusement, non. Mais je le remercie au passage. C'est donc votre première intervention Oui, au oui, c'est Printemps ma première. numérique. Oui, c'est la première. Donc, vous serez notre dernier intervenant aujourd'hui. Oui, j'espère que les collègues vont patienter avec moi Bien sûr. euh, pour finir
donc ce partage sur une expérience qui, c'est vrai qu'on est au niveau lycée ici, mais mon programme, je développe mon attention, ma concentration, il concerne les élèves du primaire. Donc, j'ai commencé par le bas âge et je compte même l'introduire et l'intégrer même à la maternelle parce que tout ça, ça va être du temps gagné après. Et surtout avec ces problèmes de distraction chez cette génération, avec l'addiction aux écrans et tout. Donc, l'attention et la concentration, ce sont bel et bien des habiletés à développer. En tout cas, votre intervention fera vraiment bien le lien avec la précédente intervention d'Astrid. Oui, 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 c'est ce que j'ai remarqué. Mais si vous voulez, je fais juste un petit point sur le point habituel sur les réseaux sociaux, les liens que je vais partager directement sur le chat, Oui, parce que ma co-animatrice est partie, intervient dans un autre forum. ok. Donc je vous mets donc dans le chat le lien sur nos réseaux sociaux. Vous avez le lien du bar virtuel. Vous pouvez vous rendre à la suite de cette intervention pour rencontrer des gens, finir une discussion et le printemps numérique. N'oubliez pas de, s'il vous plaît, remplir l'enquête de satisfaction qui nous permettra de nous améliorer. D'accord. Si vous voulez participer au tirage au sort pour pouvoir gagner des cadeaux, il faut absolument Être présent. remplir le formulaire qu'il y a en lien ici, parce que sinon, vous ne participerez pas. Et puis, toutes les interventions ce soir seront mises, il y en a déjà qui sont présentes, mais seront mises sur le Padlet, en fait, le Padlet. Donc, on pourra suivre également la vôtre si des personnes l'ont raté. Voilà. Je vous laisse la parole maintenant. Et encore Merci. bienvenue et merci. Merci. Merci encore. Excusez-moi, juste Oui. votre nom, à qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Julien. Alors C'est je suis, Julien. je suis au lycée Saint-Benoît. Voilà, Ok, donc merci Julien. avec plaisir. Et je remercie toute la présence. Je crois qu'on est combien de personnes déjà? Pour l'instant, nous sommes 13. Je pense que ça va augmenter un petit peu. Inch'Allah. Donc, comme je disais, je suis formateur au métier de l'éducation.